Monsieur Kane, pouvez-vous nous dire, avec ce titre intrigant, Sabarou Djiné, que nous parle ce roman? Ce roman est une évocation d'une période de la vie d'un personnage qui est double dans le roman, représenté par Talla et Massata, qui est donc double, mais qui raconte une seule et même vie, à partir de deux points de vue. C'est-à-dire, je crois que nous sommes tous un peu doubles, ne serait-ce que nous avons été enfants, et aujourd'hui nous sommes adultes. Et l'enfant que nous avons été est une personne différente de l'adulte que nous sommes. Même si l'adulte est un prolongement, peut-on penser, je crois qu'il y a une cassure entre les deux. Ça, j'ai essayé de le montrer dans le personnage de Talla, qui lui nous fait revivre une époque plus ancienne que le même personnage qu'il est, mais qui s'appelle maintenant Massata, nous fait vivre une autre époque. Et ces deux époques différentes sont opposées à l'époque actuelle, l'époque où se termine le roman. C'est une évocation de choses vécues dans un quartier qui s'appelle la Médina et qui ont des significations symboliques, etc., à travers l'histoire de ce double personnage Talla Massata, qui est une histoire humaine, c'est-à-dire classique d'ailleurs, mais il n'y a rien de classique dans ce roman bien sûr, mais la vie d'un garçon qui naît, qui a des rêves utopiques et arrogants, comme disent ses parents, de devenir écrivain, cinéaste, etc., alors que dans le quartier, les gens travaillent avec leurs mains. Et ce roman, dont les trois quarts se déroulent dans une petite chambre toute une nuit, nous le raconte, cette nuit-là étant venu dans cette chambre pour solder justement la différence entre cette personne qu'elle était et qu'il a consigné lui-même, le garçon, dans un livre. Donc la relecture de ce livre nous fait revisiter toute sa vie qu'on lui demande d'arrêter maintenant, d'écrivain, d'artiste, de rêveur. Ça nous est raconté par un texte qu'il trouve dans une malle. Et la lecture de ce texte est permutée par intermittence et interrompue par les propres évocations de ce grand jeune homme qu'il est maintenant, à qui on demande de choisir, d'arrêter cet élan de créateur pour devenir comme tout le monde, aller travailler dans l'entreprise de son oncle. Et cette nuit, il doit trancher ce dilemme. Est-ce que oui, j'arrête mes rêves d'artiste, ou est-ce que je continue, je persiste à devenir ce que je veux devenir? Il relit ces textes et il y trouve une certaine délectation, un certain plaisir qui lui dit « reste ». En même temps, sa grand-mère qui est à côté, qui souffre, la maison qui est vieille, qu'on risque de vendre aux marchands de sommeil de la Médina. Vous connaissez un peu ce phénomène. Je décris bien un peu ces petits immeubles à 3 étages qui sentent mauvais, etc. Et lui, cette maison qu'il décrit dans son livre, qu'il relit pour nous, le lecteur, avec beaucoup de romantisme, de nostalgie, de beauté, n'a pas envie qu'on vende cette maison à ces gens-là. Et la seule personne qui peut sauver cette maison, c'est son oncle là qui lui demande d'abandonner ses rêves d'écrivain, etc., et de venir travailler. Lui, il peut tout de suite faire un chèque, les problèmes sont réglés. Mais lui, il n'a pas très envie de céder à ça très vite. Et donc c'est ce dilemme, ce déchirement, durant toute la nuit, qui le porte jusqu'à la fin de la nuit. Il prend une décision un peu folle. Il prend tous ses écrits, il va les jeter prétendument à la mer. Et là-bas, quand il arrive sur le promontoire de cette plage de Koussoum, qu'il connaît bien parce qu'enfant, il a joué là-bas, pêché du poisson et tout ça, il tombe et il perd connaissance. Il ne se réveillera que 18 ans plus tard. Le choix qu'il va faire dépendra de quand il se réveille, tout ce qu'il a vu dans son sommeil qu'on raconte dans le livre maintenant. Voilà, c'est cette construction-là qui est une construction complètement romanesque. Si vous attendiez à ce que je vous raconte une histoire de la vie, c'est pas ça, c'est pas une histoire de la vie, c'est une histoire de roman. Mais voilà, et quand on entre dans un roman, je crois qu'on ne s'attend pas à avoir des histoires de la vie. On s'attend à avoir des histoires de romans.
Voilà. Monsieur Pepson-Mecken, est-ce que vous pouvez aussi nous parler du lyrisme? Parce que dans votre œuvre À tire d'aile, on sent que vous parlez, le thème principal c'est l'amour des femmes, l'amour. Et ça rappelle le lyrisme. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, je crois qu'il est difficile d'ailleurs de parler de l'amour sans cette démarche lyrique qui consiste à parler de soi-même, de ses propres sentiments, de ses sensations. Le lyrisme se décline avec le jeu. C'est un sentiment personnel d'intimité, de proximité avec quelque chose ou quelqu'un. Et on en a parlé un peu tout à l'heure. Ce choix, je suis en train même de me demander si il n'a pas été commandé, ne prenez pas trop au sérieux ce que je dis, par le fait que je voulais pousser mon écriture. Mais en tout cas, j'ai constaté que d'avoir choisi ça m'a permis de pousser mon écriture. Peut-être c'est la rencontre de ces deux choses-là, mon amour de l'exercice d'écriture et cette tendance que j'ai à sublimer les sentiments. Ça, c'est moi, je suis comme ça. Je crois que les gens ne se l'avouent pas, mais c'est la chose la plus importante au monde. Si vous en manquez, tout ce dont vous pouvez disposer, vous allez le gérer dans le désordre, etc. Donc c'est la rencontre de ces deux choses. Si vous en parlez comme d'un genre littéraire qu'on a appris à l'école, on se trompe. Le lyrisme est plein de nous, de chez nous. Tout notre ballah, c'est du lyrisme. Les gens ne chantent que Aminata, Solution, Hassan Boub, Trésor, tout le monde, même nos rappeurs, la moitié, ils font que ça. C'est la chose la mieux partagée au monde, seulement on n'en parle pas. On ne se l'avoue pas. C'est des choses qu'on ne met pas sur la table. Et je suis d'accord avec les hommes, les êtres humains, de traiter ça par la pudeur. Mais ça ne veut pas dire de traiter ça par l'évitement. C'est-à-dire on n'en parle pas alors que c'est la chose la plus importante au monde. Il faut en parler avec ce qu'il faut de distance. Je crois que mon post-facie en parle. Il utilise l'expression dans le secret de la chambre close. N'est-ce pas, hein? On peut parler de tout ça, mais pas faire de l'exhibitionnisme, de l'étalage d'intimité, de machin. Et je crois, vous avez lu le livre, vous n'avez pas eu le sentiment que c'était, j'espère. Non. Voilà. D'accord, ok. Alors, justement, j'en viens aux influences maintenant. Oui. En quoi Baudelaire a influencé votre écriture? Parce que parfois, je vois que vous faites référence à Baudelaire, ou bien aux personnages mythiques de l'Antiquité grecque, je veux dire. Ouais. Donc, en quoi ils ont influencé votre écriture? Je trouve que, si on remonte à la période mythique, hein, des Grecs, etc., je trouve que c'est une période où on a laissé le plus au monde libre cours à ce dont on parlait tout à l'heure, ce lyrisme, cette expression des sentiments, etc. Baudelaire, c'est vraiment... Et je crois que vous allez avoir peut-être, j'ai donné quelques explications, mais je crois que vous allez avoir celle qui est vraiment la plus juste. Baudelaire, les gens l'ont réduit trop vite au poète. C'est un immense poète, c'est un poète mais majeur, tout le monde en est d'accord. Mais le poète nous a caché le Baudelaire philosophe, le Baudelaire, critique littéraire, critique d'art, critique de musique. Le Baudelaire qui a écrit des salons sur la créature, sur l'architecture. Le Baudelaire, j'ai dit philosophe, on nous a caché le Baudelaire journaliste, par exemple, qui, avec la Restauration de 1830-1848, a participé à des journaux militants. Moi-même, j'ai créé un journal qui s'appelle Vive la République. Vive la République, c'est le titre d'un article de Baudelaire au début de la Révolution de 1948. La dernière rubrique que j'ai animée au Populaire s'appelait Le Salut public. Le Salut public est le titre d'un journal qui avait été créé par Champfleury, un de ses amis, et où il avait travaillé. Donc, Baudelaire est réduit à
les fleurs du mal, les paradis artificiels. Donc, le poète sulfureux qui prend des drogues, qui machin, et qui écrit sur les femmes. Or, la critique littéraire, certains soutiennent que Baudelaire en est le créateur, en tout cas dans son expression moderne. Et moi, si jamais je crois avoir essayé, on ne peut pas imiter, mais en tout cas de puiser dans Baudelaire, c'est dans mes activités de critique littéraire, justement, qui sont d'ailleurs présents dans Savoir ou Dîner. Le personnage parle de Milan Kundera, de Baudelaire, de machin, avec des termes et des mots de critique littéraire. Tu vois, dans ces papiers qu'il revisite là, à part le roman là, il y a les textes qu'il a écrits ici et là sur les gens, etc. Donc si je fais de la poésie comme ça, et que les gens savent, ils le savent très bien, il suffit de lire Savoir ou Dîner ou n'importe quoi que j'écris, pour savoir que je voue, Sadakan m'a invité à son émission, une fois, entretien, pour parler que de Baudelaire. Donc les gens connaissent mon amour pour Baudelaire, et quand je fais de la poésie comme ça, pour eux, la relation est vite faite. C'est ce que j'aime le plus dans Baudelaire, c'est cet éclectisme-là. Et je suis journaliste, je suis poète, je suis romancier, j'écris des essais. C'est peut-être cette affinité, j'en parle d'ailleurs dans un des poèmes en prose, où je parle de l'influence de l'écrivain vis-à-vis de son lecteur enivré, où je parle d'état d'âme, d'état de je ne sais pas quoi en plus qu'ils ont ensemble et qui fait que on prend de l'écrivain qu'on aime. Alors je crois que c'est plutôt ça qu'une relation directe du poète Baudelaire au poète Pape Samba Kane. Mais ce n'est pas aussi simple, effectivement. On retrouve vraiment, par exemple, D'or et d'ébène dont je parlais tout à l'heure, a une relation directe, tous ceux qui connaissent Baudelaire vont le dire, avec À une passante, un très célèbre poème de Baudelaire qui s'appelle À une passante. C'est un peu la même démarche. Une personne qui passe, qu'il voit, il est assis dans un bar, la personne passe et lui inspire des choses qu'il met à une passante. Je vous ai parlé de cette personne que j'ai vue aller et venir, que je ne reverrai jamais et qui m'a valu 3 pages dans À tire d'aile. Donc on trouve ça. Cette question aussi, je vous ai parlé du poème J'aime. Cette façon d'aimer les femmes qui ne sont pas vraiment belles, mais qui ont quelque chose, etc. Ça aussi, c'est très baudelairien. Donc dans les poèmes, on retrouve des choses très baudelairiennes, mais ce que j'admire dans Baudelaire n'est pas réductible à sa poésie, ni à ci, ni à ça. C'est tout ça, là, le journaliste, le philosophe, le critique, etc. ensemble. Être un personnage comme ça, je crois que c'est ça qui est être un écrivain. C'est-à-dire pouvoir s'exprimer dans tous les genres littéraires que vous rencontrez. Si nous venons à l'écriture, maintenant on voit beaucoup d'applications qui permettent aux jeunes d'écrire, que ce soit des chroniques, des romans. Et on voit aussi que les jeunes ont tendance à prendre trop de liberté. Est-ce que le fait de prendre trop de liberté n'a pas tendance à peut dire, baisser la valeur de la littérature? Trop de liberté avec quoi? Avec les mots. Avec les abréger, ou bien prendre des non, langages très familiers. Non, bien sûr. Ça, c'est pas bien. Je veux dire, on peut écrire n'importe quoi. Mais il faut que ça relève d'un choix aussi. Parce que le langage, c'est une convention. C'est parce que ça, nous sommes d'accord que ça s'appelle mouchoir. Que si je dis, donnez-moi un mouchoir, vous prenez ça, vous me donnez. Mais on aurait pu l'appeler clé. Si vous étiez né et vous trouvez les gens appeler ça clé, si je donnez-moi une clé, vous allez me donner ça. Donc, il faudrait aussi que les jeunes qui veulent prendre des libertés sachent d'abord imposer au monde une convention qui puisse faire accepter qu'ils utilisent certaines expressions. Parce que si vous utilisez une expression, vous comprenez, moi je ne comprends pas, ça ne sert à rien du tout, ce n'est pas du langage. Le langage, c'est une convention que tout le monde comprend, y compris l'écriture. Les Italiens ne comprennent pas que vous écriviez « il rit », R-I-E-N-T. C'est trop compliqué pour eux. Un seul son rit, les Français l'écrivent R-I-E-N-T.
Parce que ça n'entre pas dans leur tête, parce que ce n'est pas leur convention. Leur convention, c'est autre chose. Pour eux, ils rient. Rient, c'est R-I, quoi. On ne peut pas aller. Donc, nous, l'écriture, quand un verbe conjugué à la troisième personne, on ajoute ENT. On aurait pu ajouter IAT. C'est ces conventions-là qui datent de longtemps et qu'on connaît, que les gens sont en train, avec les SMS, de bousculer. Ça, c'est la réalité objective. Mais qui est en train de codifier ça? Il n'y a personne. Vous écrivez bonjour, B-J-R. Il y en a un autre qui va ajouter un S là-dedans. Quel est le bon bonjour? Ça va demander des siècles avant qu'on s'arrête sur quelque chose. Et je suis optimiste. Je ne crois pas que cette façon de faire les SMS machin aboutira à quoi que ce soit. Donc, autre chose maintenant, l'écriture par les logiciels, applications. Je ne crois pas qu'une application pourra créer un jeu, c'est-à-dire avoir des sensations, avoir des sentiments. Donc, même si une application peut être utile pour trouver des mots, parce qu'en réalité, le dictionnaire, c'est une application, c'est juste que c'est du papier. La preuve aujourd'hui, il y a des dictionnaires électroniques. On peut les appeler applications. Il y a le langage qui puisse me faire trouver le mot juste, l'application qui puisse me faire trouver le mot. Je suis d'accord. Certainement, il arrivera un jour, je ne chercherai plus, je ne creuserai plus parce que l'application. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ça, aucune application ne me le dictera. Donc, il y aura toujours des créateurs plus créatifs que d'autres, même si vous disposez des mêmes applications. Il y aura une différence dans ce que vous allez écrire. Nous venons au terme de ce troisième numéro de Lire et Écrire. C'est avec un grand plaisir que M. Kane nous a parlé de l'écriture en général, de ses œuvres. Votre dernier mot, M. Kane? Heureux d'être avec vous à Télé-École, qui est une maison que je connais bien et dont j'apprécie la démarche, l'idée, elle est magnifique. Et je connais aussi son promoteur, Hassan Bouk, Mr. Blue, qui est très dynamique et entraînant. Et je crois que ce sera un plaisir pour moi de revenir chaque fois que vous le voudrez. On vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et c'était un plaisir de partager ce plateau, de nous apprendre beaucoup de choses sur l'écriture, de la littérature en général. Et on vous remercie. Merci, chers téléspectateurs. C'était tout pour ce numéro. À la prochaine.